Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la règle. Faites-nous savoir que vous êtes là. À l'heure actuelle, moi, je ne sais pas du tout si je suis pas en train de parler dans le désert. Donc, faites-nous des petits coucous en commentaire ou bien des likes, surtout des coucous en commentaire parce que moi, les likes, je les vois pas. Je suis direct sur la plateforme de streaming live pour le coup. Donc, faites-nous des coucous, dites-nous que vous êtes là et merci aussi d'être là. Je suis ravi donc aujourd'hui d'accueillir Émilie parmi nous pour un petit chill de 45 minutes. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est que avant de laisser la parole à Émilie pour qu'elle puisse se présenter, c'est que je vais laisser mon compère et compare Stevie se présenter très rapidement. Je vais me présenter, si vous ne me connaissez pas encore, très rapidement aussi, et puis ce sera l'occasion de passer la parole à Émilie. Voilà, alors Stevie, quelques mots. Oui, bonjour tout le monde, content de vous revoir cette semaine. C'est toujours pareil, en marketing à l'école du recrutement avec Mohamed et on va passer un bon moment. Ouais, toujours la même voix ASMR, Stevie, comme d'habitude. On l'entend pas souvent parce qu'à chaque fois qu'on l'entend, ça fait trop ASMR, mais on le taquine trop souvent avec ça. Non, mais merci Stevie. En tout cas, pour me présenter très rapidement, je travaille à l'école du recrutement. J'aime bien me faire appeler l'alchimiste. Pour reprendre le temps ancien, c'est transformer le plomb en or. Si je prends des termes plus actuels, je fais du marketing. Voilà, je fais du marketing. Je suis aussi recruteur indépendant à côté, histoire de varier les plaisirs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Bonjour Émilie. Pas trop stressée, ça va? Ça va, ça va. J'ai j'adore le petit ça va. Quelques blagues en amont. J'invite les gens à vous rejoindre pour ce genre de moment, parce que du coup, il y a une espèce de temps de drôlerie juste avant, histoire de détendre l'atmosphère, c'est chouette. Bah oui, c'est réservé qu'à nos invités. C'est le moment où on détend l'atmosphère juste avant, c'est juste réservé à nos invités. Alors, déjà, avant de lancer le sujet, j'aime bien rappeler comment en fait on en est arrivé à discuter ensemble, Émilie, parce que tout est parti d'un commentaire LinkedIn. Alors, vous vous souvenez, pour certains d'entre vous qui étaient peut-être là la semaine dernière, j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel désespérant en disant est-ce que vous ne connaissez pas une femme qui est dans le recrutement, qui voudrait venir parler avec nous, parce que je ne connaissais pas forcément, j'ai pas forcément des exemples en tête, et puis aussi qui accepte de parler en live. Parce que je sais que c'est un exercice très très délicat et que ça peut rebuter certaines personnes. Et puis j'ai eu Émilie qui m'a dit moi je vais bien. Et c'est parti comme ça, et on a fait connaissance très rapidement par téléphone. Elle m'a expliqué son parcours, que je vais la laisser présenter, et je lui dis tiens, ça dirait qu'on parle de réseau de candidats, comment maintenir actif, ce genre de choses. Elle m'a dit oui, oui. Il y a eu 2 temps sur le oui. Je fais de toute façon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et si les gens qui sont parmi nous ont d'autres questions, ils pourront te les poser. Nous, on est là pour passer un bon moment, pour passer 45 minutes ensemble. Je fais un coucou à tous ceux qui nous disent bonjour à l'heure actuelle en commentaire, et des têtes connues, des têtes un peu moins connues. Et maintenant, je te laisse te présenter. Et Émilie, j'arrête de parler. Bon, écoutez, bonjour à tous. Émilie Redondo, enchantée. Merci pour l'invitation, c'est chouette. Effectivement, je suis une femme, mais comme on s'était dit avec Mohamed au téléphone l'autre jour, on n'en fera pas une poésie. Je suis surtout chef d'entreprise. J'ai créé le cabinet de recrutement, l'Eva-Vie, expert en recrutement. Donc, ça fait maintenant 5 ans que l'Eva-Vie est née. En partant d'un constat qui était et si on mettait vraiment de l'humain, de la bienveillance, et surtout j'avais une envie un peu folle d'inverser la tendance à l'époque, qui était de dire à mes clients oui, je vous promets les meilleurs candidats, c'est une évidence, jusque-là j'ai rien réinventé, mais j'ai promis aux candidats les meilleurs patrons, et ça du coup c'était un pari un peu plus fou, parce que ça voulait dire que j'allais devoir trier aussi un peu les demandes de mission et aller vraiment vers des boîtes qui étaient altruistes, bienveillantes, qui se posaient plein de questions sur le management, leur marque employeur, le marketing RH. Et donc, j'ai fait des choix dans ma vie très tôt dans la stratégie de développement de la boîte. Et aujourd'hui, ces choix, je ne les regrette pas. Voilà, je les referai de la même façon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que là, aujourd'hui, tu te définis comme chef d'entreprise. J'aurais 2 questions. Une question qui m'intrigue depuis vendredi, c'est pourquoi le nom de l'Eva-Vie, d'où ça vient Il faut que je réponde. Et ça prend. À moins que tu veuilles que je pose aussi la deuxième, mais non, en vrai, moi, je suis.
avec plaisir. Alors, l'Eva-Vie, le brainstorming s'est fait dans la cuisine, chez ma maman, à côté du four. Et on avait des post-it partout. Et je lui dis, je veux un nom qui signifie la bienveillance. Et donc, ma mère me dit, mais t'es pénible, il faut toujours que tu cherches des trucs compliqués. Je dis, non, mais je veux juste en fait un mot très ancien pour un cabinet très orienté vers l'innovation. Je lui dis, parce que quand on a les racines bien ancrées, l'arbre peut que mieux pousser. Ma mère, elle me dit, mais je comprends pas. Donc, je cherchais dans des vieilles langues, tu vois, dans le latin, dans l'hébreu, etc. Et donc, du coup, l'Eva-Vie voulait dire deux choses, et en hébreu et en latin, qui étaient quand même de vieilles langues. Donc, du coup, en hébreu, ça veut dire le bienveillant. Et en latin, l'Eva-Vie veut dire enlever le poids des épaules, ôter le poids, la charge. Donc, ce qu'on fait, nous, au quotidien, pour soulager les services RH, les gérants, les dirigeants, et élever vers le haut, donc faire grandir, quoi. Donc, si on peut aider à faire grandir dans la bienveillance, tant mieux. Ah, c'est cool. En fait, ouais, c'est une jolie histoire pour un nom. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que je devais poser cette question, c'était pas mal. Moi aussi, la prochaine fois, j'irai chercher des noms en hébreu et en latin dans les vieilles langues. Je pense qu'en plus, ça fait classe. Tu vois, t'arrives, tu dis, oui, en latin, ça veut dire, déjà, là, t'es plus 10 en termes de crédibilité. C'est que j'ai fait une belle bêtise. Quand j'ai déposé la marque de l'Eva-Vie, je me suis trompée. Et j'ai déposé l'Eva-Vie et l'Eviva. Et l'Eviva, c'est une boulette de viande en hébreu. Ouais, c'est un plat. Donc, c'est plus du tout la même chose. Je me suis trompée. J'ai inversé les syllabes. Entre le bienveillant et le michoui, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Entre le bienveillant et le michoui, c'est pas du tout la même registre. Je ne raconte pas souvent. J'ai fait ça, ouais. Donc, du coup, j'ai deux marques. Si vous voulez qu'on ouvre une affaire aussi là-dedans, on peut même faire de l'agroalimentaire. À faire un kebab en ce moment, ça peut être cool. Pour le coup. Ouais. Non, alors, ça c'était ma première question et je suis ravi d'entendre en fait l'origine, c'est vraiment cool. Et en fait, aussi l'autre deuxième question, parce que là aujourd'hui, tu te présentes selon le prisme d'aujourd'hui. Enfin, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est l'histoire. C'est-à-dire que en fait, tu viens pas initialement de RH, tu viens pas initialement du recrutement. C'est quelque chose que tu as pu, enfin, c'est un goût que tu as développé. Et il y a eu un moment dans ta vie où tu as basculé dans le recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement ? Avec plaisir. Alors effectivement, moi je suis plutôt issue des métiers de la cuisine. Alors non pas la gastronomie, mais l'habitat, l'architecture d'intérieur. J'ai eu la chance de grandir dans une enseigne qui est très connue, qui s'appelle Schmitt, qui est une très bonne enseigne. Alors je vais en donner deux autres, pas faire de pub. M'emballe pas. C'est une plus, c'est tout ce que je donne parce que je travaille avec beaucoup d'entre eux. Donc je les remercie pour leur confiance. Du coup, voilà. Donc, j'ai commencé là-dedans sur un poste très opérationnel de conception, vente, puis avant d'autres expériences moins significatives dans l'immobilier, dans d'autres secteurs d'activité. Quand même, profil très orienté commerce. Et par la suite, j'avais la chance de gérer un point de vente sur Valence, dans la Drôme, de cuisine, et voilà. Et ce qui a fait la bascule, et je lui remercie malgré le fait qu'aujourd'hui on travaille plus ensemble, mais c'est la personne qui suivait ma carrière à l'époque depuis 8 ans. Le cabinet de recrutement en question qui est venu me voir un jour et qui m'a dit viens voir, je pense que on a besoin de quelqu'un comme toi parce que les métiers de cuisiniste, c'est des métiers qui sont pénuriques en France. Il y a une grosse difficulté à sourcer les bons profils. C'est des profils assez complexes. Et à les fidéliser, il y a énormément de turnover et on serait ravis que tu nous rejoignes. Donc, je les ai rejoints pendant une année. Et puis, l'envie de voler de mes propres ailes était plus grande que le reste. Donc j'ai voulu continuer. Ils avaient raison sur ce point-là. C'est que j'étais faite pour ça. Mais j'avais envie de le faire pour moi en vrai, en plein. Donc voilà. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que nous disait la semaine dernière Jérémy sur le fait de vouloir être son propre patron, de décider, enfin d'être son propre législateur. C'est créer les lois qu'on veut obéir soi-même pour le coup. C'est plutôt cool. Et du coup, c'est dans les échanges qu'on avait pu avoir et que je trouvais ça hyper intéressant, c'est que tu expliquais en fait tu venais du métier. Et du coup, tu avais un réseau aussi dans ce métier. Et c'est ça, au final, qui t'avait permis de démarrer. Oui. Alors, effectivement, c'est vrai que si on reprend la thématique là, que tu proposais aujourd'hui sur comment entretenir un vivier de candidats, voilà. Et c'est vrai que la base, c'est la légitimité, quelque part, dans un métier qui te permet d'être entendu, d'avoir le même champ lexical de référence avec un métier, avec un univers. Et dans notre métier de recruteur, beaucoup de cabinets se cassent les dents sur ces métiers-là parce qu'ils envoient, si tu veux, des vendeurs
ou des architectes d'intérieur ou des vendeurs. Mais un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a la croisée des chemins, qui a un vrai mental de guerrier, de challenger, et c'est pas un musée, hein, un magasin de cuisine. C'est pas uniquement un showroom d'expo, quoi. Il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires derrière pour que ça fonctionne. Et donc, trouver la croisée des chemins, c'est complexe. Et c'est vrai que le fait de parler avec des candidats de la même chose, d'avoir cette expertise, d'avoir été sur le terrain, de les comprendre, parce qu'il y a aussi des ADN d'enseignes où ils ont envie de travailler, d'autres plus. Il y a des ADN de choses qu'ils veulent retrouver ou pas. Et puis les patrons des magasins qui sont, je pense, soulagés aussi de se dire, tiens, il y a un cabinet qui comprend vraiment ce qu'on cherche, comment on fonctionne, ils comprennent de l'intérieur, ils l'ont vécu. Et puis, ce que je vais te dire là, c'est propre à tous les métiers de commerciaux, je pense. Un commercial, il sait vendre. Alors, il sait pas toujours son entretien, mais quand même, il a du bagou. Et aller distinguer le vrai du faux dans un entretien, si tu l'as pas toi-même été, des fois, c'est compliqué, je pense. Et j'avoue que là-dessus, on n'est peut-être pas les plus tendres en entretien. On reste bienveillant, mais ça marchera pas longtemps. Un candidat qui nous raconte des carabistouilles ou qui simule ou qui est dans l'illusion sur son réel parcours et ses réelles compétences. Quand tu es issu de ce vivier de métier-là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est sûr. D'accord. C'est intéressant parce que tu vois, j'ai une anecdote sur ça. Avant de la raconter, déjà bonjour à tous et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je précise, si vous avez des questions à poser à Émilie, n'hésitez surtout pas à les poser, que ce soit en lien avec la thématique ou de manière générale sur le recrutement. On va tâcher à trois ou bien Émilie prendra la parole et pourra y répondre. Alors moi, sur mon anecdote, tu vois, sur le recrutement des commerciaux, je me souviens d'une recruteuse qui disait qu'elle demandait, quand il y avait un commercial qui avait un peu trop de bagou, elle lui demandait de dessiner une maison. L'objectif, c'est un peu déstabilisant. Mais l'objectif de cet exercice-là, c'est qu'une fois que tu as choqué le commercial en face, on va voir s'il reprend ses réflexes de commercial. C'est-à-dire, est-ce qu'il va prendre un besoin ? Votre maison, vous la voulez comment ? Et puis après, vous avez ceux qui prennent le jeu au sens strict et qui dessinent une vraie maison, genre, qui sont un peu déconvenants d'une maison et qui se mettent à dessiner une maison. Et c'était une recruteuse sur Montpellier qui m'avait raconté ça et j'avais trouvé ça brillant. Cool. En tout cas, si j'ai bien résumé, si je résume bien, alors aujourd'hui, c'est le métier de cuisiniste, c'est le fait de pouvoir, il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est pouvoir parler la même langue, parce même le même langage, parce qu'on peut parler la même langue sans parler le même langage. Et là, c'est pouvoir parler le même langage opérationnel. C'est ça qui te donne en fait un premium auprès des candidats, parce que c'est très bien, non seulement te faire comprendre, mais aussi comprendre les candidats. Et en plus, ça, c'est la première facette. Et la deuxième facette, c'est aussi les enjeux de recrutement de tes clients. Et donc, savoir aussi avoir ce double langage, mais pas dans le mauvais esprit du terme, c'est-à-dire savoir comprendre les enjeux d'une entreprise et savoir comprendre les enjeux des candidats. Donc, ça, c'est la première chose dont tu nous as dit. La deuxième chose que tu nous as dit, qui était, je trouvais hyper intéressante, c'est que le fait que tu recrutes des commerciaux, mais pas des commerciaux juste vendeurs. C'est-à-dire que c'est pas des commerciaux qu'on peut mettre n'importe où. C'est des commerciaux qui sont plutôt experts dans l'habitat, et ça a donné en fait lieu à un recrutement qui est assez technique au final. Et du coup, moi, ma question, c'est que comme il n'existe pas de formation en tant que telle de cuisiniste, je veux dire, mais de formation, académique, genre de BTS. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, les formations qui existent, qui sont connues. Donc déjà, il y a toutes les enseignes de cuisine qui ont leur propre, pas toutes, mais la plupart des grosses enseignes de cuisine en France, que tu prennes le groupe Schmitt, le groupe, que ce soit Perrenne, Mobalpass, O'Cook, Arthur Bonnet aussi a sa propre académie, Cuisine Plus. La plupart maintenant des grosses enseignes du marché, Xina, j'en oublie forcément, Aviva évidemment, Elton à partir de Aviva. Tous ces gens-là ont leurs propres écoles internes de formation. Et il existe certains CFA, alors je crois que c'est pas un CFA ou c'est une CCI, attends. Il y a l'AFPIA déjà à Lyon, qui a sa formation, qui est la
plus connus en France. Tu as des CCI sur Arles et tu as l'Institut Sainte-Catherine aussi qui, je le dis pour ceux qui regardent parce qu'on manque de candidats dans ce métier-là. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous reconvertir vers les métiers de cuisiniste, foncez, il y a des formations qui existent. Ouais. D'accord. Et du coup, maintenant, tu dis, en fait, c'est non seulement le métier de commercial qui est, on va dire, un métier assez transversal, et puis un métier de spécialisé qui est les métiers de la déco, des arts intérieurs, ce genre de choses. Oui. Ouais. Et maintenant, dis-moi. Maintenant, j'allais te dire, qu'est-ce qui est le plus dur? Former des commerciaux au métier de l'intérieur. Et donc, du coup, recruter des commerciaux, on va leur dire, tiens, je vais te former sur ça. Puis, après, je reformule, tu recrutes des commerciaux, tu vas dire, tiens, tu vas faire une formation d'une à 2 semaines, au métier, au métier de décoration intérieure, ce genre de choses. Ou le plus dur, c'est de prendre des gens qui sont en décoration d'intérieur et puis de les former au commercial pour ensuite en faire des cuisinistes. Alors, j'adore ta question. Et je te remercie de la poser. Dans les croyances que j'entends souvent des magasins de cuisine, c'est ah non, mais vous ne mettez pas un architecte d'intérieur, j'ai pas besoin de ça. Hein. Franchement, on a déjà essayé, ça fonctionne pas. C'est souvent vrai. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des compétences extrêmement hautes en termes de déco d'intérieur, de code dans l'architecture. Si tu veux, ils vont avoir vraiment les codes de ce qui est le beau, ce qui se fait pas, etc. Ils seront vraiment indétrônables par rapport à leurs compétences artistiques et de créativité, etc. Mais, il y a un mais, souvent, on a des profils qui sont très bleus, verts, tu vois, qui sont très normatifs, qui vont suivre les règles et tout ça, et qui vont pas être des grands communicants, et c'est ce qu'on recherche chez un commercial, etc. Du coup, en fait, la réponse, elle est simple, c'est si tu as un profil de quelqu'un qui a ce genre de compétences et qui, dans son savoir-être sur les tests de personnalité, te montre sa capacité à être dans la communication et dans toutes ces choses qui sont recherchées un peu plus rouges, etc., chez un commercial, alors tu pourras en faire un bon concepteur-vendeur. À l'inverse, si ton commercial, dans son test de personnalité, tu as vraiment une capacité aussi à aller vers des choses plus répétitives en termes de tâches, plus sage, plus calme que ce qu'on recherche chez un commercial, alors ça veut dire qu'il a certainement aussi un peu de potentiel pour aller vers ça. Après, nous, on a des tests au cabinet, et ça nous aide beaucoup, qui sont spécialisés pour ce métier-là. C'est-à-dire qu'on va aller tester. C'est pas un test de vente, tu vois, on a un test de A à Z sur toutes les phases de la vente d'une cuisine, pas d'une voiture ou d'autre chose, d'une cuisine. Oui, bien sûr. Donc, on peut aller vérifier ça. Et après, du coup, quand on a des profils, comme tu le dis, parce que c'est quand même notre quotidien, moi, j'ai pas des concepteurs-vendeurs qui sont déjà en poste, qui viennent tous les jours me dire « Bonjour, je vais changer de magasin ». Ça, c'est un peu le rêve en recruteur. Donc, souvent, on a des profils moutons à 5 pattes qui arrivent chez nous avec la motivation pour le métier, ça, c'est la première chose à vérifier, une bonne connaissance du métier, qu'ils aient bien compris ce à quoi ils vont s'attendre et ce à quoi ils seront confrontés au quotidien. Et à partir de là, on va être très franc avec les magasins et on va leur dire, voilà, sur les profils que je vous envoie, il y en a un, c'est un profil facile, déjà en poste, fonctionne bien, etc. Mais quelque part, ça m'embête parce que je suis en train de leur dire, je comprends, on vous a débauché vos vendeurs, mais vous êtes en train de faire la même chose à la concurrence. Et donc, en fait, c'est un problème sans fond, si tu veux, c'est un puits. Donc, ce qui serait chouette, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience chez les cuisinistes qui se disent, effectivement, d'une, j'organise mes recrutements plus en amont. J'attends pas le dernier moment qu'un vendeur soit parti alors que c'est ne sont pas bons et qu'il allait partir. Donc, j'anticipe mes campagnes de recrutement. Je forme à mon image et à ma sauce et je recrute des gens qui ont du potentiel pour le métier et que je vais pouvoir accompagner. Et je me mets en tête que c'est 2, 3, 4, 5, 6 mois pour ça. Et souvent, les magasins, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps. Le gérant, c'est souvent des personnes qui sont chefs d'entreprise, comptables, secrétaires, nous pour l'équipe de commerciaux. Enfin, tu vois, c'est vraiment des profils hyper occupés. Ils ont des semaines de 70 heures. Moi, c'est des gens que j'admire, hein, franchement, les patrons de magasins. Ils sont incroyables. Ils ont une puissance de travail incroyable. Et souvent, ils sont fatigués. Donc, ils me disent, non, Émilie, je comprends, c'est possible, hein, mais j'ai pas envie, là, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un qui est déjà formé. Je crois qu'il faut arriver à faire les deux. Et donc, pour répondre à ta question, les deux sont possibles. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont d'un profil commercial et avec qui on va les vérifier, qui a la compétence pour monter sur cette partie-là. Et donc, nous, on va avertir à l'intégration le magasin. On va lui dire, voilà, sur le panel de personnes que je te présente, là, tu as 3 ou 4 profils. Si tu veux quelqu'un qui est plutôt très bon commercial, mais où il va falloir infuser plus de culture, de décoration d'intérieur, etc., penche plutôt pour ce profil-là. Si tu as plutôt envie de quelqu'un qui a une bonne compétence sur l'architecture intérieure parce qu'à l'inverse, tu as déjà trop de commerciaux et tu veux mélanger un peu plus, dans ce cas-là, pars sur celui-ci. En fait, l'idée, c'est de dire clairement à nos clients
quelles sont les forces et les axes de Ça a progression. coupé. Ouais. Tu es là? Ouais, non, c'est moi qui a coupé ou c'est toi? Je sais pas. Oh, ok. Non, c'est bon, je suis là, moi. Moi, Ça je suis là. Tout va bien. D'accord. Désolé, tu as été coupé, du coup. Enfin, je t'ai coupé, je pense. Eh ben, juste. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, alors, je vais essayer de synthétiser ce que tu viens de dire et puis peut-être d'ouvrir le sujet. Parce que tu as dit que, former, les gens n'ont pas le temps. Donc, du coup, c'est quelque chose que toi, tu peux proposer, c'est-à-dire de former, de savoir s'il y a l'intention et la motivation nécessaires au début pour pouvoir s'adapter sur tes types de métiers. Surtout que tu as dit que c'est quelque chose qui est assez crucial. C'est-à-dire que c'est pas un métier où il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui disent à 5 ans, papa, maman, quand je suis cuisiniste. Et donc, du coup, il faut créer forcément des vocations. Et même quand on a une vocation de vendeur, on n'a pas forcément une vocation de vendeur de cuisine. Ça peut être assez péjoratif dans le terme. Donc, il y a deux niveaux. C'est redonner, l'envie aux gens de connaître le métier et puis aussi de l'exercer, puis d'y rester suffisamment longtemps dessus. Et l'un des moyens, c'est de passer par la formation. L'autre truc que je trouvais hyper intéressant, c'est que tu as dit, oui, les gérants n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de former, ça c'est d'accord. Et ils n'ont pas le temps de recruter. Sinon, ils ne feraient pas appel à toi. Maintenant, toi, est-ce que tu as des raccourcis? C'est-à-dire que quand tu recrutes, est-ce que tu sais déjà où aller recruter? Est-ce que tu sais déjà qui va vouloir bouger? Est-ce que tu as des techniques? Alors, j'essaie d'un petit peu m'appuyer sur les questions de Yannick Bell qui te demande si tu es seul déjà, si tu es seul, ou est-ce que tu as une équipe de sourceurs ou de recruteurs avec toi? Là-bas. Non, je ne suis pas toute seule. Non, et heureusement, j'ai une super équipe. Alors, le cabinet s'est développé depuis cette année en réseau. Donc, si quelqu'un a envie de revenir nous rejoindre, on a un réseau bienveillant et dynamique et génial. Donc, on est en train d'ouvrir des agences un peu partout en France. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs alors c'est pas une franchise, c'est une licence de marque. On peut pas dire franchise, on va dire franchisé, mais c'est pas le vrai mot. Qui sont d'autres secteurs d'activité, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une pertinence pour intervenir sur plein d'autres choses, hein, le BTP, l'ingénierie, l'industrie, la comptabilité, enfin plein de métiers. Et donc j'ai oublié ta question, redis-moi Mohamed. La question c'est comment tu fais pour avoir des raccourcis dans tes sourcings et dans tes recrutements. Comment tu fais pour aller plus vite que les autres quand il s'agit de recruter un cuisiniste? Ok. Tu n'as pas le droit de le dire, il s'est breveté. Avec plaisir, je partage ça avec plaisir. En fait, très tôt, quand j'ai créé les Vavis, j'ai créé des outils digitaux en interne qui me permettent d'avoir des robots, des systèmes de multidiffusion d'annonces, etc. Donc, pour travailler notre référencement au maximum, qui permet d'avoir une visibilité énorme avec plein de partenaires sur les systèmes d'annonces déjà, donc pour la partie sourcing naturel, entrant, etc. Après, on a effectivement, moi j'ai personnellement du réseau dans le milieu des cuisinistes, mais tu viens de dire un truc hyper intéressant. Comment tu fais pour savoir si un tel veut bouger, etc., etc. Alors, il y a une règle d'or au cabinet. Le premier des collaborateurs qui va chasser chez un de mes clients, il dégage. C'est interdit. Okay. C'est interdit. D'accord. Interdit. Parce que j'ai été, moi, dans des magasins de cuisine où les cabinets te placent. Tous les 6 mois, te passent un petit coup de fil et te disent « Émilie, comment ça se passe? Vous êtes bien ?» Oui, je suis bien, ça se passe bien. Vous êtes sûr, hein, mais vous avez dû être augmenté avec les résultats que vous faites. Si tu veux, c'est un espèce de jeu perfide, perverse là, que créent les cabinets, mais dans tous les métiers, il n'y a pas que là-dedans. Hein. Moi, je peux pas me regarder dans la glace et aller chasser chez mon client à qui j'ai fait payer un candidat 2 ans avant. Il y a déjà du turnover dans ce métier-là. On va pas en plus aller en rajouter, si tu veux, en allant rechasser chez eux. Ça se fait pas. Donc, encore une fois, tu vois, ça c'était un autre choix du cabinet. On travaille propre, c'est-à-dire que t'as acheté un candidat, il est à toi entre guillemets, sauf si ça vient vraiment intimement de lui de vouloir changer de poste. Mais nous, on va pas aller créer ça pour répondre à la remarque que tu disais tout à l'heure. C'est interdit chez nous. D'accord, mais du coup c'est intéressant parce qu'il y a 2 niveaux. Donc si la personne vous sollicite, c'est-à-dire que parce que dit tiens, c'est bien passé le recrutement avec Émilie ou avec le cabinet d'Émilie, du coup tu peux accepter. Redis-moi. Si par exemple un cuisiniste dit tiens, là ça fait 2-3 ans que je suis sur poste, ça s'est bien passé avec Émilie, je voudrais rechanger de crèmerie, du coup c'est faisable. Mais en fait, au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, c'est pas juste, est-ce que les gens pensent à toi naturellement quand il s'agit de trouver un autre emploi dans les métiers de la vente. Ok. Ça m'est arrivé. Et comment tu fais ça, du coup?
Eh ben, ça m'est arrivé. Et dans ce cas-là, avec l'accord du candidat, je vérifie d'abord si c'est une vraie motivation ferme et définitive de partir de là où il est. Et qu'est-ce qui le motive à ne pas rester? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait besoin d'évolution et c'est pas possible en interne? Est-ce qu'il en a marre du métier? Est-ce que l'enseigne lui plaît plus? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que, tu vois, il y a plein de facteurs de départ chez quelqu'un. Est-ce que c'est une mauvaise entente? Est-ce que la direction a changé? Il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'abord, je vais essayer de comprendre pourquoi. Je le remercie de m'appeler, d'en parler. Je le remercie pour sa confiance. Mais je vais creuser parce que derrière, j'ai un client qui va être dans le caca parce qu'il va se retrouver avec un problème dans son équipe. Donc, quand ça se passe, ça m'est arrivé plusieurs fois. Si le candidat me le permet, je lui demande si je peux en parler avec son employeur. S'il ne le permet pas, je le ferai. Parce que j'ai la confiance d'un humain en face qui m'a demandé de ne pas en parler. C'est toujours un peu délicat. Et si on peut en parler, c'est arrivé. Alors, il y a eu des cas où, finalement, c'était un problème de communication interne et le directeur du magasin n'avait pas soupçonné que la personne, tu vois, avait envie d'évoluer sur du management, etc. C'était possible en plus parce que le monsieur en question avait plusieurs magasins. Donc, on a pu le faire basculer sur un autre magasin qui était à 30 bornes du premier. Il a pas déménagé en plus. Enfin, tu vois, il a pu manager une équipe de vente et donc il est resté. Mais si on n'avait pas, en fait, dans les boîtes, c'est souvent un problème de communication dont on s'en rend compte et d'affirmation de soi. C'est-à-dire que les gens n'osent pas s'affirmer, tu vois. Donc, ils vont trianguler dans le cabinet pour essayer d'avoir une réponse, voilà. Donc, la démarche, elle est plutôt saine. Après, ça arrive aussi, voilà, que la personne me dise non, franchement, j'en peux plus. Ça fait 3 ans que je suis là. Je sais pas, moi, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'évoluer. Le produit est pas assez haut de gamme. J'aimerais quelque chose de plus haut de gamme, une clientèle avec plus de budget. Voilà. Ça, c'est des objections sur lesquelles moi, je pourrais rien faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il veut vraiment partir. D'accord. Ok, intéressant. Intéressant sur le fait en fait, tu agis comme un partenaire des magasins dans lesquels tu es, parce qu'en fait, tu vas pas chercher à ce que les gens quittent leur boîte. Tu vas déjà voir le candidat, si c'est un vrai départ ou c'est juste momentané. C'est juste quelque chose qui prend sur le moment. Et du coup, là, toi. Si on revient un petit peu à ce que tu disais au début, là, parce que tu disais que tu avais un réseau chez les cuisinistes, est-ce qu'il t'arrive de l'entretenir et comment tu fais? Est-ce que tu utilises des outils ou est-ce que c'est à la bonne franquette, à l'ancienne, avec, tu sais, les carnets d'agenda, avec les répertoires? Je me souviens des répertoires. Vous vous souvenez des répertoires? Vous mettiez le numéro de téléphone de tous les gens. Et vous vous souvenez aussi des tam-tams avec les gens qui vous laissaient leur carte avec le numéro sur lequel vous pouviez écrire. Bref, je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Donc, je disais, est-ce que tu as ce genre de choses, un outil particulier ou un ATS ou ton outil actuel interne, tu parles d'outils que tu as en interne, ça te permet de le faire, ou bien c'est encore artisanal, c'est à la mémoire? Alors, il y a le fait qu'on ait effectivement notre propre CV Tech de développer depuis 5 ans, qui nous permet d'avoir sur tout le territoire national des CV de candidats sous la main. Parce qu'ils ont déjà postulé à nos annonces une fois et donc du coup, on peut les retrouver directement dans notre CV Tech. Après, franchement, aujourd'hui, le simple fait d'avoir des annonces qui sont bien référencées, ça nous aide déjà quand même beaucoup pour entretenir. Ouais. Donc en fait, comme alors je reformule. Non, je sais pas que je reformule. J'essaie de comprendre. Tu es en train de dire que comme tu as des annonces qui tournent très régulièrement, parce que c'est des comme tu fais des recrutements assez spécialisés, les besoins sont constants. Et du coup, comme les besoins sont constants, tu peux faire tourner pendant un certain temps toutes des annonces sur les postes et ainsi en fait vivre du référencement Google ou du référencement Indeed dans l'occurrence. En partie, ouais, en partie. Après, je pense que là, on parle des cuisinistes, mais c'est pas le seul métier sur lesquels on intervient. Et ce qu'on dit là, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, mais il y a aussi le fait d'avoir une communauté. Nous, on ne travaille pas énormément, ça finalement. Je me rends compte que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Et j'ai des gens avec qui j'échange en recrutement qui, eux, travaillent vachement bien la communauté de candidats sur des thématiques en leur mettant des informations de la veille, des choses comme ça. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être aidant. Mais là, aujourd'hui, je crois que la chance que j'ai, c'est que beaucoup de bouche à oreille aussi nous renvoient des annonces régulièrement. Les patrons de magasins nous appellent en direct. Il y a certaines enseignes avec qui on a des accords nationaux. Pas avec toutes, mais quand même un bon nombre d'entre elles. Et après...
Bah, je pense que il y a aussi des gens avec qui j'ai été en séminaire, tu vois, sur des sociétés qui étaient chez Schmid et puis qui sont partis dans d'autres enseignes, qui me passent un coup de fil, qui sont directeurs de secteur, qui me disent Émilie, j'ai un de mes concessionnaires qui est dans la crotte, la mouise, ce que tu veux, et qui a besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux l'aider? Après, je crois que ma communauté, elle se fait aussi parce que naturellement, ils me connaissent, ils m'ont vu performer en tant que concepteur-vendeur il y a longtemps, en tant que directrice de magasin, directrice commerciale. En France, je connais pas d'autres cabinets qui ait une dirigeante qui ait fait ces métiers-là avant et qui peut autant. Enfin, moi, j'ai passé 8 ans quand même, tu vois, dans la cuisine. Je suis une piquée. J'ai adoré ça. C'est un métier fabuleux. Et ceux qui nous écoutent là et qui savent pas dans quoi se réorienter, foncez. C'est une drogue. C'est une drogue. Merci Émilie. Je vais prendre. Il y a une question que je trouve hyper intéressante de Francine. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser directement en commentaire. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Et j'ai Francine qui posait une question intéressante sur le turnover. Selon toi, quelles sont les raisons du turnover sur ce type de poste? Alors, c'est des métiers qui sont quand même très challengeants et qui sont un peu usants psychologiquement aussi. On va pas se mentir, les métiers de commerce, si tu veux, mentalement, tous les mois, tu repars à zéro. Donc ça, c'est vrai pour tous les métiers du commerce. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui a un sacré degré de résilience, qui ait lu les 4 accords Toltec, qui ne prennent pas les choses personnellement tous les mois quand il se prend un scud par un client, quand un chantier va mal se passer. Voilà, enfin, je fais un peu d'humour avec les accords Toltec, mais sincèrement, si tu es concepteur vendeur et que tu nous écoutes, lis-le, ça te fera du bien, tu vivras mieux. Ouais, c'est très rapidement pour les gens qui ne savent pas. Est-ce que tu peux expliquer les 4 accords? Parce que les gens, tout ce qu'ils ont entendu, c'est limite, ils sont en train de se demander si c'est pas une contrepétrie ou tu vois, ou un jeu de mots. Non, c'est jamais. C'est quoi les 4 accords? Pas de supposition, que ta parole soit toujours impeccable. Ne pas faire de suppositions, ne pas prendre les choses personnellement et toujours faire de son mieux. De son mieux, ça veut pas dire de son maximum. Et souvent, les commerciaux s'épuisent à faire de leur maximum. Ça veut dire qu'ils arrivent à leur limite tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut épuiser, voilà, qui peut amener à un burn-out, voilà, enfin, qui peut les abîmer. Ouais. Donc souvent, les gens qui durent dans ce métier-là, c'est des gens qui savent être des bons coureurs de fond avec des performances régulières et pas des zigzags, tu vois, les commerciaux qui vont te faire, je sais pas moi, 200 000 € de chiffre d'affaires un mois et le mois d'après, ils font plus rien parce qu'ils ont mangé tout leur congélateur, qu'ils ont plus du tout de prospection en cours et voilà. Donc ça peut fatiguer. On travaille en B2C, on sait que les particuliers maintenant sont des consommateurs aguerris avec Internet, avec un côté de plus en plus de plus en plus de formalisme, tu vois, dans les contrats. Donc, on a des vendeurs qui doivent devenir presque des juristes, tu vois, par rapport aux bons de commande, par rapport à leurs engagements, par rapport même au crédit, des fois, quand ils vendent à crédit. Enfin, c'est un métier qui s'est beaucoup, sur lequel il y a eu de plus en plus de lourdeur administrative aussi. Et un vendeur, s'il pouvait rester juste boire le café et pas tout seul, hein, mais avec son client, tu vois, s'il pouvait juste rester dans la notion d'entretien, de vente, c'est sa zone de confort, ça. Dès que tu le sors de là, que tu l'emmènes faire de la vérification de chantier, de la supervision de chantier avec différents corps de métier, en plus, il arrive en général avec sa mallette, sa jolie voiture, ses souliers vernis sur un chantier où les gars vont le jeter en lui disant « mais toi, t'es le vendeur, moi, je suis plombier, si je te dis que le truc va là, c'est qu'il va là. » Si tu veux, moralement, il faut avoir un peu de posture et savoir s'imposer et savoir occuper le terrain et rester poli, bienveillant, diplomate, parce que les artisans, sans eux, sans les poseurs, ta cuisine, elle n'existera jamais. C'est ton meilleur ami le jour où tu t'es trompé sur une commande et qu'il arrive à te rectifier le tir sur une pause. Donc il marche un peu sur des œufs, tu vois. Plaisir à son patron. En fait, il a des pressions de partout, que ce soit du client, de son patron, du terrain, du terrain. Ouais, mais après, et du coup, c'est ça, en fait, c'est ça qui donne de l'adrénaline, quoi. C'est quand tu arrives au projet fini, en fait, c'est là où tu lâches, tu tombes dans un bain d'endorphine où tu peux dire, ah, ça, c'est fait. Ça c'est fait. Ouais. Donc non mais je ne suis pas cuisiniste mais je sais très bien ce qu'ils peuvent vivre pour avoir fait d'autres métiers. Et ce qui est marrant, c'est que tu parlais des 4 accords Toltec, je sais plus comment je dis, Toltec, je sais plus. Ouais, Toltec. Mais en fait, ce qui est valable pour le commercial, au final, est valable pour tout, même pour le recrutement, pour le recruteur. Vous n'allez pas prendre personnellement les choses, faire de son mieux, pas forcément faire son maximum. Un consultant, c'est un terme.
un consultant en recrutement, c'est un terme poli et qui est surtout spécifique à ces métiers-là de conseil, mais c'est un métier de commercial en recrutement. Il va aller chercher des missions, il va aller faire une découverte client, il va aller chercher un besoin, il va aller, voilà. Le métier derrière, les compétences attendues sont quand même très proches aussi. On va pas se leurrer, hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est de toute façon tu prêches un convaincu. Nous, on dit souvent que le recrutement n'est pas RH. C'est pas pour dire que les RH ne peuvent pas faire le recrutement. Ça veut dire surtout que dans l'esprit en fait, s'il fallait piquer des choses pour les mettre dans le recrutement, enfin piquer des techniques, piquer des savoirs, on va aller piquer aux marketeurs et aux commerciaux pour les appliquer au recrutement. Parce que comme je dis, savoir prendre un besoin, savoir plus écouter que parler, savoir également animer une communauté, savoir gérer des noms aussi, des deux côtés. C'est savoir gérer des noms des candidats, mais de la même manière, savoir gérer un nom qu'on va donner à un candidat, etc. etc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent encore poser des questions à Émilie, qui nous fait la sympathie d'être avec nous pour sa part en live. Et puis sinon, Stevie, je sais pas si tu as des questions également. Moi, j'aimerais revenir sur une. Tout à l'heure, tu as parlé des tests métiers. Et oui, quelqu'un j'ai vu passer une question. Ouais. Pour savoir si tu les faisais vraiment en interne, tu avais tout créé, ou si tu utilisais autre chose. Alors, on a deux outils. On a un outil qui est externe, qui existe déjà sur le marché, et on a un outil interne de grille d'évaluation qui est propre et que j'ai mis en place au sein du cabinet pour pouvoir évaluer ces compétences-là. Voilà, et donc c'est un matching des deux qui nous permet d'aller vérifier si les compétences attendues sont là. Et surtout, celui qui est interne nous permet d'aller faire un matching avec la méthode PRUM. C'est une méthode qui est propre au cabinet. Au-delà des compétences attendues, si tu veux, on va aller chercher, Stevie, plutôt à trouver le taux de matching sur l'ADN de l'enseigne. Parce que je peux pas mettre dans certaines enseignes des profils de concepteurs-vendeurs et à l'inverse, ils iront très bien ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un me dira « non, c'est pas un bon profil, j'ai pas envie de ça ». Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue dans le recrutement tout court. Et selon les ADN et les profils attendus, ce qui va matcher chez un cuisiniste ne matchera pas chez l'autre. Donc, la méthode aujourd'hui qu'on a mise en place d'évaluation en interne, c'est ça. C'est ce qui nous permet surtout d'aller placer les bonnes compétences, oui, mais on dépasse la simple compétence pour aller faire matcher des personnalités dans une équipe attendue, dans une enseigne attendue. Et la force aujourd'hui, elle est là, quoi. D'accord. C'est un peu ce que nous on appelle la culture. C'est ça, c'est essayer de matcher. D'ailleurs, c'est pas un peu galère ça, parce qu'en fait, comme tu travailles pas dans les équipes chez tes clients, ce genre de choses, tu connais pas forcément tous les tenants et aboutissants de leur culture. Et du coup, faire un matching là à ce niveau-là, c'est pas un peu plus. Enfin, maintenant tu dois les connaître depuis un certain temps, donc c'est autre chose. Mais au début. Oui, j'ai pas travaillé avec tous les magasins de France, de toutes les enseignes de France. Tu vois, je découvre encore des gens tous les jours. Alors, dans notre façon de travailler, c'est que on n'est pas sur un simple sourcing, tu vois, purement annonce. On a un cabinet de recrutement, donc on va vraiment gérer tout de A à Z. La personne va tout externaliser chez nous. Donc, quand on a les candidats au téléphone, il faut vraiment qu'ils aient l'impression qu'on est une espèce d'excroissance du magasin pour lequel ils vont arriver. Donc, nous, il faut que pendant notre prise de brief chez le client, on aille chercher vraiment le cœur de leur ADN et pas la vitrine en plus qu'ils veulent nous donner. Parce que les cuisinistes, comme tous nos clients, sont des gens adorables, qu'on aime beaucoup, mais qui, comme tout le monde, va d'abord nous donner, si tu veux, la vitrine de « je veux que vous pensiez que chez nous, ça se passe comme ça ». Mais on sait très bien que derrière, ça se passe pas toujours comme ça, et c'est ce derrière-là qu'on veut, nous. Parce qu'on veut que la personne qu'on va placer n'ait pas de mauvaise surprise et qu'elle sache vraiment à quoi s'attendre. Vous êtes un patron stressant, c'est OK. Ce qui est OK, c'est de le dire au candidat et d'aller vous chercher quelqu'un qui est solide. C'est pas grave. Je sais très bien que c'est pas le monde des bisounours, ce milieu-là, mais comme tous les autres secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, on va aller vraiment prendre du temps sur cette partie-là, et la prise de découverte de la mission est très importante parce que quand des fois j'ai des candidats, tu vois, dans certaines industries, chez certains clients, je pense à un notamment dans les dispositifs médicaux, ça m'est arrivé, ils pensaient que j'étais l'assistante de la DRH, Nathalie, et que c'était rigolo, tu vois. Mais j'ai pas pris ça à mal, mais je me suis dit cool, ça veut dire qu'on a bien fait notre job, ça veut dire que on a suffisamment d'osmose avec le client là maintenant, avec les années, pour que il y ait un truc fluide pour lui entre le passage du cabinet à la suite vers le client. Et ça, c'est génial. Tu vois, c'est un truc, je trouve ça chouette. Le jour où on m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est marrant, quoi. Donc,
D'accord, c'est marrant. Ouais, non, mais en vrai, c'est marrant pour le coup d'être tellement assimilé, j'allais dire, à son client que les gens pensent qu'on l'est. Enfin, Ouais. qu'on Et est moi, en ça me client. gêne pas. C'est quelque chose de chouette. Ça veut dire que du coup, on a suffisamment de respect et d'empathie pour le client pour arriver à venir un peu se confondre. Après, il y a des clients qui n'ont pas envie de ça. On fera très attention, tu vois, rester à notre place et tout ça. Mais généralement, ils sont contents parce que, alors, une particularité chez nous, c'est que quand on peut le faire, on fait des sessions de recrutement collectives sur ces profils-là ou les profils de commerciaux, mais même sur d'autres. Et moi, je me déplace. C'est-à-dire que je fais pas qu'envoyer des CV D'accord. par mail, que je jette. Tu sais, j'envoie un mail parce que Ok. tu sais, mon fils, qui avait 8 ans quand je me suis mise à mon compte, il savait envoyer un mail. Hein. Donc, le choix que j'ai fait, c'est de dire aux clients, ben, vous voyez, le CV de monsieur machin, je vous l'envoie, mais je vais venir vous le présenter. Ça veut dire que je me mouille. Je viens avec les candidats. Et en plus d'être apprécié, si tu veux, il y a un climat qui est moins anxiogène, je trouve, pour les candidats. Et neurologiquement, on sait que le stress déclenche la cortisol, des choses pas terribles, qui en entretien n'ont pas donné accès à toutes les informations dont on a besoin. Et du coup, travailler dans la bienveillance, ben, tu vois, l'intérêt, c'est ça, c'est que j'ai accès réellement à toutes les compétences d'un candidat pendant l'entretien. Quoi. Après, ça, c'est parce que je suis aussi passionnée de neurosciences. Donc, ouais. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Moi, je ne le connaissais pas sur le biais de neuro, mais plutôt sur l'attention. Oui. C'est-à-dire que plus tu es stressé, plus ta zone d'attention est réduite. Et du coup, tu ne peux pas mettre énormément d'informations. Par exemple, Nicolas, qui travaille avec nous, le jour, enfin, en Guadeloupe, il y a eu un tremblement de terre et sa sœur est sortie du bâtiment et s'est rappelé qu'elle avait oublié son bol de choc à pic. Donc, elle est retournée dans le bâtiment, prend son bol de choc à pic pour ressortir. Et oui, Ah parce ouais. qu'en fait, tout bonnement, on est dans des situations de stress. On est tout bonnement incapable de mettre toute notre attention sur ce qu'on fait. Ouais. C'est une chose. Enfin, pour un candidat quand il est en situation de stress. C'est pour ça qu'on dit quand candidat n'est pas un métier, parce que même un policier qui a l'habitude des émeutes et ce genre de choses, quand il se met en candidat, en fait, il peut perdre tous ses moyens. Quand il va demander à quelqu'un de danser avec lui, c'est pareil. Mais c'était intéressant d'avoir Ouais. ce retour-là Ouais, la vision neurologique. tunnel, en fait, c'est ça. Ou quand tu es la Ouais, c'est première exactement. à C'est accepter tunnel, la ouais. présentation de Mohamed sur son live et que tu es stressé du coup. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu t'en sors très très bien, Émilie. D'ailleurs, Très bien. je ne veux pas dire, mais c'est passé très 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 vite. C'est déjà 14 heures, enfin 14 heures moins 2. Du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Merci, Émilie, d'avoir passé ces 45 minutes avec nous, Merci. ce chill avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce fut également un plaisir. Si vous voulez, alors j'oublie à chaque fois, peut-être que Steve l'a préparé, si vous voulez être au courant sur les prochains lives, ce genre de choses, abonnez-vous à la newsletter. Tous les mardis, on vous donne les lives de la semaine. En général, il y en a entre 2 ou 3. Déjà, demain, il n'y en a pas. En principe, il devait y avoir un atelier, mais bon, on a annulé. Parce que je suis en réunion d'équipe avec Stevie, donc on ne pouvait pas l'assurer. Mais la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, il y en a peut-être 3. Alors, le mardi, il y aura Aurélien pour vous parler de recruter un alternant en recrutement. Le mercredi, alors j'attends confirmation. J'ai sollicité quelqu'un pour m'expliquer comment il fait pour recruter 150 personnes à deux. Ils sont deux dans la boîte, ils doivent recruter 150 personnes. Donc, j'attends ce retour. Et puis, jeudi prochain, alors vous allez choisir le sujet parce que j'hésite entre deux sujets. Le premier sujet, c'est les opérateurs Google. Comment je peux utiliser les opérateurs Google pour sourcer. Et sinon, le deuxième, c'est les annonces. C'est comment je fais une bonne annonce. Selon vous, à quoi ça ressemble une bonne annonce? Je vous laisse choisir, enfin, vous me dites en commentaire si vous préférez du coup Google ou annonce. Vous mettez juste Google ou annonce. De toute façon, ça me fera un petit tri. Et mardi prochain, on vous annonce le planning des lives. Donc, je rappelle, il y aura 3 lives, je pense, la semaine prochaine. Un en attente de confirmation. Mais voilà, la saison est bien partie. Merci beaucoup, en tout cas, à Stevie. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis, très, 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 très bientôt, gardez la pêche, mangez les poires et bonne fin de semaine. Oui. Merci à tous. Et oui, du coup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, merci.